Bienvenue dans cette nouvelle édition du Datapéro. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus alors toujours d'IA bien sûr, mais on va surtout parler du côté humain et de comment on accompagne le changement dans l'entreprise parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un vrai sujet. C'est que l'IA générative prend de la place, prend toujours plus de place et que les usages, malgré tout, on voit qu'il y a des difficultés à la fois pour cadrer ces usages dans l'environnement qu'est l'entreprise, qui a ses codes, qui a sa stratégie, qui a sa manière de gérer les ressources humaines et puis également pour chacun d'arriver à s'emparer du sujet, de ne pas en avoir peur, ou alors de ne pas être trop croyant en ce côté magique de l'IA qui va régler tous les problèmes à sa place. Et donc aujourd'hui, on aura deux invités pour pouvoir en parler. Donc Stéphane Gigot, que je laisserai se présenter après, qui représente le groupe FDI et qui est donc DRH chez FDI, et Yann Fink, qui est mon associé, donc je suis ravi de te recevoir également Yann, et qui lui assure toutes les fonctions support chez nous et qui aide l'équipe à se développer et parlera également de nos retours d'expérience, parce qu'en fait on a deux univers. D'un côté on a FDI qui est un groupe que tu pourras présenter, et de l'autre côté Data Sulting qui est une plus petite structure, hein, on est 30, donc deux tailles, deux univers, et ça sera intéressant d'avoir vos deux points de vue. Merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. Stéphane, je t'inviterai à commencer par te présenter. Bonjour, merci d'abord pour votre invitation. Je suis Stéphane Gigou, je suis directeur des ressources humaines du groupe FDI. Le groupe FDI, c'est un opérateur immobilier coopératif. On existe depuis 1913, on est à peu près 240 collaborateurs et nous réalisons tous les métiers de la production et de la gestion en immobilier. La production d'accession libre, d'accession aidée. On fait aussi des résidences spécialisées comme des gendarmeries, des résidences pour des jeunes travailleurs. Et puis tous les métiers de la gestion, de la location, du syndic et de la transaction, à la fois pour le particulier et pour le professionnel. On est un groupe coopératif. Pourquoi? Parce qu'on réinjecte une partie de nos bénéfices pour le préfinancement de subventions publiques au profit de copropriétés dégradées ou de ménages modestes pour embellir leur résidence principale. Voilà. Et à ce titre-là, au niveau de la direction des ressources humaines, eh bien, j'ai eu à me plonger dans le bain de l'IA. Ça va, j'espère que tu ne t'es pas noyé. Non, j'avais la voix avec le canard. Voilà. Bon, ça va, super. Yann? Et Yann Fink, associé Data Sulting. Donc, je ne présenterai pas l'entreprise. Pour ma part, je suis, comme tu l'as dit, en charge des ressources, des fonctions support. Les fonctions support, ça intègre les ressources humaines, gestion de carrière, recrutement. Et donc le développement des personnes. Et donc Data Sulting, on est une entreprise qui baignons depuis presque le début maintenant dans l'IA générative. Par contre, cette IA générative, elle a un impact chez nous aussi en interne sur nos propres métiers. Oui, il faut diriger un petit peu chacun dans cette découverte déjà, accompagner dans la découverte des possibilités, des non-possibilités, des limites, et ensuite accompagner dans les chemins de carrière. Alors, je rappelle peut-être une petite chose sur toi, parce que tu l'as pas précisé, tu es quand même plutôt au profil technique à la base, hein. Tu viens Alors, de l'INSA, tu as travaillé dans l'IA aussi, tu as fait des choses. Ouais, effectivement, aujourd'hui, je ne fais plus de technique, mais jusqu'à il y a 2 ans, j'étais encore beaucoup dans la ouais. technique. Donc, j'ai cette capacité à naviguer d'un univers à l'autre, et donc à bien appréhender ces sujets qui sont un petit peu techniques, mais pas tant, et à les communiquer et à orienter les gens grâce à ça. Très bien. Alors, avant de démarrer ce Datapéro, nos petits classiques maintenant, j'ai deux cartons, hein, parce qu'on cherche à vulgariser nos sujets. Donc, carton jaune, attention, le terme que tu utilises n'est pas approprié pour notre audience. Deuxième carton, ça peut être très grave. Ne vous inquiétez pas, je reste sympa. Et puis aujourd'hui, j'ai rajouté un petit jeu, donc je vais vous donner chacun une ardoise sur lequel je vous inviterai à écrire les réponses aux petites questions Merci. quiz, sans grande difficulté, que je vais vous poser. Alors, j'aimerais démarrer ce Datapéro avec une première question. Pourquoi l'IA est avant tout pour vous un sujet de changement humain et organisationnel? Peut-être je commencerai par toi, Stéphane. Alors, on a eu, nous, au niveau du comité exécutif, une prise de conscience mi-2024 lors d'un séminaire. Et en fait, ce qui nous est apparu, c'est deux choses. D'abord, que l'IA avait déjà investi la société civile, que c'était un usage assez courant et quotidien dans la vie de tous les jours. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que ça serait plus qu'une évolution, ça serait plutôt une révolution.
j'aime pas galvauder les noms, mais voilà, je pense que l'IA va vraiment être une révolution. Alors ça prendra peut-être un petit peu de temps. Donc on avait cette idée que ça allait être une révolution dans le monde des entreprises. Ça, c'était le deuxième constat. Et puis avec la volonté qu'en tant que comité exécutif, que direction générale, eh bien, on avait un rôle d'acteur du changement, d'accompagnement, d'acteur même de la confiance, et qu'on ne pouvait pas en fait rester sourd ou insensible à l'IA. Donc cette prise de conscience nous a amené à prendre des choix, de prendre des décisions en se disant que plutôt que de subir, il fallait plutôt saisir l'opportunité parce que c'était à partir des opportunités saisies qu'on pouvait avoir de meilleurs résultats. Mmh. Voilà, c'est ce qui nous a amené à nous plonger dans le bain de l'IA. Super, merci Stéphane. Toi, Yann, peut-être pour enrichir, parce que nous, on a une posture un peu plus de sachant, donc Mmh. on était déjà conscient des enjeux autour de l'usage de l'IA générative. Ouais, effectivement, et c'est ce que dit Stéphane, on n'a pas le choix en fait. Et plutôt que de subir, il faut s'approprier ces concepts-là. Et nous, on avait d'autant moins le choix que ce sont les sujets de nos clients. Donc il fallait qu'on soit un petit peu en avance déjà sur la connaissance technique et également sur la projection des différents usages qu'on allait pouvoir en faire. Donc oui, surtout pas subir. Et pour ça, il a fallu préparer. Et même en interne, chez nous qui avons beaucoup de techniciens, la connaissance de cette nouvelle technologie, l'IA générative, elle n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des gens qui s'y sont intéressés, il y a des gens qui en ont eu peur, il y a des gens qui ont dit ça ne fera jamais, ça n'atteindra jamais les promesses affichées. Tout le monde avait tort, mais en tout cas, il faut aligner un petit peu tout le monde et les faire avancer dans la même direction. Oui, donc il y a aussi un sujet de maturité au final de l'organisation, des personnes dans l'organisation. Moi, j'entends souvent parler de cette notion de maturité. Alors, vous le savez peut-être ou pas, mais nous, on a lancé un observatoire de la maturité data et IA dans les entreprises, hein, et donc pour connaître la maturité d'une organisation sur ces sujets. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'organisation, on a différentes équipes, on a différentes personnalités, et chacun est plus ou moins mature, et ça apportera sur une question que je vais poser après, mais c'est souvent lié aussi à la manière dont ce département évolue, qui le pilote, et quelles sont les croyances aussi, limitantes ou pas, hein, de ces personnes dans le développement de sa propre équipe ou des usages qu'il peut faire de l'IA dans son métier. J'ai une première question justement pour rebondir là-dessus, parce qu'en fait tout le monde parle d'IA, et tout le monde a l'impression que tout le monde réussit des projets d'IA et que ça fonctionne. Il y a eu une étude récente du MIT qui tend à prouver le contraire, en tout cas qui montre qu'il y a beaucoup de projets qui n'aboutissent pas et qui ne sont pas un succès, et surtout qui ne délivrent pas de valeur. Et ça, c'est quand même ce qu'on recherche tous, hein. C'est pas juste de passer du temps chaque jour sur des chats GPT et consorts. Il faut que ça m'en fasse gagner, ou à minima que ça me génère de la valeur. Donc, je vous pose une première question sur laquelle je vous invite à vous positionner avec votre petite ardoise. Selon le MIT, donc cette étude qui est sortie récemment, quel pourcentage des projets IA génèrent réellement du ROI, donc du retour sur investissement? C'est réponse A, 30%, réponse B, 15%, ou réponse C, 5%. Alors, c'est une étude américaine. Encore une fois, elle a été faite il y a quelques mois. Il faut l'adapter à la France, mais sur les bases de cette étude, c'est intéressant de voir quel est le ratio. Allez, je vous invite à me montrer d'autres petites ardoises. 15%, 5%. Allez, Yann, bravo, c'est lui qui a gagné. Bon, il n'a pas de mérite, hein, il connaissait. L'étude dit en fait que 95% des projets ne délivrent pas de valeur, et on l'explique souvent par un manque. En fait, on commence par la fin, on commence par l'outil, on commence par il faut pas rater le train de l'IA, et on verra ensuite ce qu'on en fait. Et ça, je l'entends beaucoup en ce moment, hein. Enfin, sur le terrain, il faut pas rater ce train, c'est incontournable, on y va. Donc c'est souvent les dirigeants qui poussent. Et puis après, si les métiers prennent pas le sujet, que c'est piloté par l'IT ou c'est piloté par des gens qui rentrent par l'outil, on rate cet étage. Après, il y a d'autres causes qui ont été sorties, et ça sera intéressant de les relever. Ça serait intéressant d'avoir quelques détails, notamment la taille des projets, la taille des
les entreprises Ouais. observées. Parce que chez FDI, enfin, c'est une taille un petit peu plus importante et il peut y avoir des projets d'envergure autour Mmh. de l'IA générative. Et c'est peut-être plutôt ceux-là aujourd'hui qui vont être sujets à difficulté et à échec. Là où l'IA générative apporte des petits coups de boost, des bons accélérateurs dans des toutes petites structures, sur des cas d'usage très ciblés, qui nécessitent une mise en œuvre relativement simple. Donc ça serait intéressant d'avoir ces... Bah, alors justement, parce que alors moi j'ai quelques billes, mais j'ai encore une question par rapport à ça. Euh, Par où vous avez commencé chez FDI justement pour dérouler, pour vous quelque part projeter le succès, de la réussite du changement en implémentant l'IA dans votre organisation? Bah, ce que tu dis, ça fait écho parce qu'en fait, on est parti avec la notion de sens. D'abord, le sens au sens de cap, et on a donné un cap au niveau de la direction générale en disant, bah voilà, ça a l'air bête, hein, mais on va se saisir de la question de l'IA. Voilà. L'IA, c'est pas tabou, on va s'en saisir. Donc ça, c'était le premier sens du mot sens. Le deuxième sens du mot sens pour nous, ça a été le sens au travail. Et rappeler que nous faisons des métiers, alors ça a fait un petit peu galvauder, mais de relations humaines, et qu'il n'était pas question que l'IA remplace nos équipes. Peut-être ce qui va être remplacé, c'est la personne qui ne voudrait pas, tôt ou tard, utiliser l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, dans certains métiers, on peut se passer de l'informatique? Je ne suis pas sûr. Ça ne fait pas de nous des informaticiens experts. Donc, c'était de rappeler quels étaient nos métiers et ce que nous attendions. Et dans le sens du travail, notamment que l'IA restait un outil, certes puissant, mais qu'un outil. Ce n'était pas un recrutement en soi. Et puis, le troisième sens du mot sens, c'était sensation, c'était là partir des cas d'usage. Et c'est pour ça que nous avons travaillé avec Data Consulting sur des cas d'usage pour vraiment partir de nos besoins plutôt que de l'outil. J'ajouterais que aujourd'hui, moi je suis sollicité, mais sans doute comme mes équipes informatiques et comme beaucoup de managers, toutes les semaines par une application, par ceci, par cela. Et c'est sans doute formidable, c'est sans doute super incroyable, mais est-ce que c'est utile? Non. Et on voit bien que ça va vite. Donc, rappeler qu'effectivement, nous devons rester des experts de nos métiers et que l'outil que l'on intègre doit être au service de nos métiers, j'irai même plus loin, au service de nos clients. Ouais. Et on voit bien que ça change vite. Quand on a eu, il y a quelques années, on parlait beaucoup de Zoom. Je crois que Zoom, aujourd'hui, on en entend moins parler, on est tous sur Teams. Mais est-ce qu'on avait besoin de maîtriser tous les outils? Non, c'est en fait à quoi va me servir l'outil, donc partir du besoin. Donc vraiment, le cap, le sens de notre travail et puis l'expérience vraiment avec les cas d'usage. Voilà comment nous avons décliné un petit peu le cheminement de l'IA. Alors Yann, chez nous, c'est un petit peu différent. On le connaît de ce parcours-là, parce que nous, on accompagne des clients justement sur commencer par les usages, commencer par les métiers au final. Qu'est-ce que tu compléterais là par rapport à ce par où commencer qu'exprime Stéphane? Ouais, il n'y a pas grand-chose à compléter parce que c'est extrêmement clair et c'est, je pense, la bonne démarche, effectivement. Toujours partir des cas d'usage. Et alors, s'il faut détailler un petit peu, et c'est la démarche qu'on préconise, hein, et c'est ce que je disais à l'instant, des cas d'usage simples pour commencer, pour que les personnes qu'on a en face, alors celles qui vont piloter les projets, mais nos clients, hein, celles qui vont utiliser les solutions qu'on délivre, s'approprient des nouvelles manières de faire, des nouveaux outils, mais voilà, et constatent la valeur aussi, la valeur apportée, pour les embarquer également. On est dans du changement, hein, donc il faut Mais donc embarquer. ça implique deux choses, hein, c'est de commencer à petits pas. On dit souvent, bah, plutôt que de voir Exactement. le projet le plus grand qui va délivrer peut-être dans 6 mois, dans un an, commencer petit pour que ça génère de la valeur rapidement. Mais du coup, il faut mesurer l'impact Exactement. aussi. Parce Et, que sinon, on est un peu à l'aveugle et on se dit, tiens, ça marche pas, ça reste de la perception. et commencer par estimer le gain. On disait 95% des projets sont des échecs. De quelle manière? Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas atteint un ROI suffisant. C'est exactement ça. Et effectivement, commencer par évaluer le gain attendu. Mm. Et effectivement, il y a beaucoup de promesses aujourd'hui. Il y a des choses qui brillent, qui n'apportent pas forcément de gains. Et je pense que c'est une grosse partie des outils sur le marché aujourd'hui. Alors justement, j'en viens à ma deuxième question. Alors, je ne sais pas si vous avez de quoi effacer, mais sinon, vous pourrez le faire de l'autre côté. Vous allez vous mettre les mains toutes bleues. J'ai une autre question qui ressort de cette étude et qui touche aux freins qui peuvent être générés par les personnes. C'est plutôt quel type d'acteurs internes freinent le plus l'adoption de l'IA. Alors attends, encore une fois, on parle d'entreprises qui ont du management, qui ont des managements intermédiaires, etc. Mais selon vous,
de ce qui ressort de cette étude, on parle plutôt des juniors qui freinent parce qu'ils ont peur pour leur propre job, les managers intermédiaires ou les dirigeants. Qui sont ceux qui mettent le plus de freins, d'après cette étude? C'est intéressant comme Et ça ça. sera intéressant après de développer de Ouais. l'autre côté. Ouais. Ouais. Donc la A, la B ou la C. La A, les juniors, la B, les managers intermédiaires, la C, les dirigeants. Allez. Alors, Stéphane, c'est les juniors, et toi, c'est les managers intermédiaires. Alors, la réponse, c'est les managers intermédiaires, effectivement. Décidément. Je Ça l'avais m'intéresse d'avoir votre point de vue là-dessus, justement. Pourquoi, tiens, Stéphane, explique-nous un petit peu pourquoi toi, tu voyais les juniors, et puis comment ça se passe chez vous, au final. Alors, cette étude m'intéresse, hein. Je voudrais vraiment que je la voie. Pourquoi? Parce que j'avais eu un autre sondage ou une autre étude où les juniors exprimaient le fait qu'ils ne voulaient pas être vus comme des spécialistes de l'IA quand on les embauchait et que justement, ils étaient en attente d'expériences, j'ai envie de dire, concrètes, humaines, par rapport à leur bain dans l'entreprise, dans le monde du travail. En revanche, ça me surprend pas effectivement la réponse de l'encadrement intermédiaire, parce que dans une entreprise, quelle que soit sa taille, c'est vraiment la courroie de transmission. C'est-à-dire, en fait, dès que vous avez un sujet, RH ou plus large, les premiers sur le pont, c'est l'encadrement intermédiaire. Moi, je suis convaincu, je le répète dès que je peux, que nous, fonction RH, nous devons passer la plupart de notre temps auprès de l'encadrement intermédiaire. Parce que c'est eux, finalement, qui sont un peu entre le marteau et l'enclume et qui sont amenés à appliquer toutes les décisions. Quelques exemples récents, j'en citerai deux. Quand vous mettez en place le télétravail, c'est formidable. Qui c'est qui empathie ou qui doit l'organiser? L'encadrement intermédiaire. Le Covid, ça a été quand même une expérience assez, on va dire, singulière. L'encadrement intermédiaire était aussi en première ligne. Et là, demain, avec l'IA, c'est aussi eux. On peut les former, on C'est peut les systématique, accompagner, ouais. mais je ne suis pas surpris aussi par cette enquête. Donc, selon comment on prend peut-être les choses, on voit bien que ça peut, en tout cas, inquiéter toutes les strates de l'entreprise. Et c'est bien là un des freins à combattre, c'est la peur de perdre l'emploi. C'est notamment quand on utilise l'IA de se dire, tiens, je gagne 3 heures, 4 heures, qu'est-ce que je vais faire de ce temps? Est-ce que j'ai intérêt à le faire savoir à mon manager, à ma direction, à mes collègues, et que l'entreprise se dise, si on gagne du temps, est-ce que ce temps, je le redistribue à titre pro, à titre perso, ou un mix? Voilà. Ouais, c'est super important cette partie du temps. Parce qu'au final, tout le monde doit avoir conscience de ça. Et il faut juste se le dire. La direction a conscience de ça. Et j'ai pas noté la direction. La direction, ils ont tous compris, je pense, qu'il n'y avait pas le choix, il fallait s'embarquer là-dedans. Les jeunes, ils sont curieux, ils testent, et ils voient bien que les métiers évoluent et ils n'ont pas le choix d'évoluer. Et il y a cette curiosité, cette envie, ce dynamisme. Et effectivement, le management intermédiaire, c'est toujours lui qui absorbe d'un côté et de l'autre et qui doit être toujours sur le pont sur tous les sujets, hein. Mais effectivement, dès lors qu'on se dit les choses et que tout le monde est aligné sur les conséquences, effectivement, ça va libérer du temps. Pourquoi faire? Pas pour remplacer les gens, pour faire d'autres choses, le faire mieux, le faire de manière plus sympa. Et ça aussi, ça fait partie des messages forts que nous, on diffuse chez nous, hein. Voilà, il faut être très clair sur ce que ça va apporter et que ça va nous permettre de travailler un petit peu différemment. Mais donc il y a une vraie logique d'accompagnement de ce changement pour pas laisser imaginer le futur de ma carrière, hein, où on m'enlève au fur et à mesure une partie de mon job, et donc il faut avoir de la visibilité. Et c'est vrai que là, le rôle du RH, hein, c'est aussi de projeter, de se dire, ok, on travaille sur dégager du temps, potentiellement de faire des choses peut-être mieux, mais parce qu'on a une vision de là où on veut aller. Et c'est vrai que ça, cette partie vision et donner du sens, c'est important. Moi, je voulais juste compléter sur un aspect, c'est la culture de l'entreprise. Et en fait, ce que je peux constater aujourd'hui, moi je vois beaucoup de PME, selon la culture de l'entreprise et même du dirigeant, on va pas l'aborder de la même manière. Il y a des dirigeants qui sont riscophobes, et donc ils vont pas du tout l'aborder de la même manière que celui qui est on y va, en avant, le point levé, et qui vont pousser à ce qu'il y ait des choses qui se fassent, et donc quelque part qui vont chercher à l'infuser dans toute la boîte, alors que ceux qui sont plutôt dans riscophobe, voire, et qui disent « oulala, nous on a d'autres chats à fouetter en ce moment, c'est la crise, etc., on verra plus tard pour l'IA », il peut y avoir aussi des attentes de la part des collaborateurs, et c'est plutôt eux qui poussent par le bas des choses pour que ça se fasse, et c'est là où il peut y avoir d'autres biais, que ce soit celui qui veut aller en avant,
qui va peut-être un peu trop vite. Et du Mmh. coup, il y en a qui se sentent largués s'il les embarque pas avec lui, d'où les sujets de formation, et ça, Mmh. peut-être on y reviendra. Mais celui qui est dans le risque, bah, on peut avoir des usages cachés, le Ouais, fameux shadow shadow. IA, où chacun fait son truc dans son coin. Donc, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de bons Non. dirigeants ou de mauvais dirigeants, comme diraient certains. Mais en tout cas, on voit que la culture de l'entreprise peut avoir un impact aussi sur les effets de bord. Du coup, j'en passe à une troisième question, pardon. Euh, Chez FDI, comment vous avez souhaité accompagner les collaborateurs? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Alors, la première chose, alors peut-être c'est mon côté riscophobe, c'est qu'on a fait une charte Ouais, d'utilisation de l'IA qu'on a annexée au règlement intérieur. Donc, c'est quelque chose de très réglementaire, hein. Un règlement intérieur, se dire quelque part sanction si c'est pas appliqué. Mm. Et cette charte, on l'a faite avec le responsable SSI, mais aussi notre responsable RGPD. Parce que pour nous, c'était important de le faire à trois. Et puis, il y avait du sens, hein, encore une fois, puisqu'on traite beaucoup de données personnelles, de locataires, de propriétaires, etc. Donc, ça fait aussi écho à la cybersécurité. Et du coup, on a d'abord fait ce document qu'on a largement commenté auprès du CSE, auprès des collaborateurs, et qui a été diffusé. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, on a sensibilisé 100% de nos collaborateurs avec les équipes de data sulting, en partant du principe que tout le monde n'avait pas le même point zéro de connaissance sur l'IA. Et on voulait, on va dire, acculturer, harmoniser ce degré de connaissance sur l'IA. Parallèlement à ça, nous avons une démarche aussi parce que on avait un de nos directeurs, les autres, c'est pas que les autres ne le sont pas, bien au contraire, mais à un moment, on se répartit aussi un peu les charges, qui a dit, ben, moi, j'y vais. Et donc là, on a travaillé aussi avec les équipes de data sulting sur vraiment des cas d'usage en prenant des utilisateurs, des activités pour justement un petit peu détricoter ce dont ils avaient besoin, ce qu'ils imaginaient. Et ça permet des fois de voir que c'est pas de l'IA, c'est de l'automatisation, des fois c'est autre chose. Mm. Et ça permet aussi, comme ça, à chacun de se rendre compte que c'est pas quelque chose qui va faire papa-maman du jour au lendemain, mais qu'il y a des cas peut-être d'usage très pratico-pratique pour le quotidien. Donc, sensibilisation de 100% des collaborateurs, on est quand même 240, des cas d'usage dans des activités bien précises de nos activités, et puis l'étape que nous venons, pour ainsi dire, de finir, c'est qu'on a souhaité mettre en place des licences professionnelles de ChatGPT pour ceux qui le souhaitaient, avec la validation de leur directeur. Donc on a quand même formé 100 personnes avec des licences ChatGPT plutôt partagées pour éviter les fictions personnelles. Quand on est en face de son ChatGPT, d'abord, c'est pas un copain, ça reste quand même une machine, un outil. Et puis, éviter ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le shadow. C'est-à-dire, c'est officiel, on peut l'utiliser et on forme. Mm. L'autre point aussi, pour un petit peu désacraliser, je monopolise un tout petit peu la parole, je suis désolé, C'est pas grave. c'est par rapport à certains outils, je pense notamment à UpMeet, qui est arrivé et qui peut enregistrer, qui fait des comptes rendus, c'est Compte formidable. rendu de réunion, ouais. Voilà. Principalement. Et effectivement, bah oui, c'est super. Bah, par exemple, dans les messages qu'on a passés, on a dit attention, et c'était aussi dans la charte, il faut l'accord de tout le monde. Mm. Et vous pouvez refuser. Alors, c'est facile de refuser en interne, mais je vais à une réunion extérieure. Et quelqu'un dit, je peux t'enregistrer, le salarié, qu'est-ce qu'il peut dire? Bah, très clairement, on a dit, vous êtes à une réunion extérieure, vous ne voulez pas que votre voix, qui est une donnée personnelle, soit enregistrée, vous pouvez dire non, vous ne serez pas sanctionné. C'est aussi communiquer comme ça pour, j'ai envie de dire, baisser le curseur et que les gens se sentent plutôt en sécurité plutôt qu'en insécurité. Et en interne, par exemple, on a dit les entretiens individuels, les entretiens de recadrage, vous les appelez comme vous voulez, ne seront pas enregistrés. Ce n'est pas notre culture, ce n'est pas comme ça que nous voyons les choses. Et en fait, l'idée, c'était d'allier à la fois la connaissance et la croyance, parce que la connaissance, quand on sait, bah, c'est plus facile. Et la croyance, c'est plutôt lié à la confiance, à la foi. Et on s'est dit, si on allie ces deux valeurs, ces deux points, ça permettra d'éviter peut-être le shadow IA, mais surtout, encore une fois, je répète, de baisser le curseur par rapport à l'inquiétude. C'est pas pour rien qu'il y a des études qui montrent quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre leur emploi à cause de l'IA. Voilà. Donc, ça permettait d'expliquer les choses et de dire, écoutez, on vous embarque, et voilà comment on voit les choses à court, moyen et long terme. On sait qu'on rebougera les lignes, parce que ça bouge tous les jours, mais en tout état de cause, les gens ont un cap et on va dire au moins un début de chemin sur comment, au sein d'FDI, on essaye d'appréhender l'IA autant que possible.
Alors, ce qui est intéressant, ce que tu as touché, là, tu parles de la charte IA, tu parles justement des codes et des choses qui mettent un cadre quelque part Ouais, pour mettre des règles et savoir comment on peut évoluer dans tout ça. On a parlé de réglementation. Donc, toi, potentiellement, il y a le RGPD, il y a des mhm, choses aussi, données personnelles, hein, en fait, ouais, ça me concerne. Tu as des enjeux de sécurité, il peut y avoir des fuites de données. Mm. Voilà, chez FDI, j'imagine qu'il y a des données qu'on n'a pas envie d'avoir ouais, passer à l'extérieur et qu'un jour un concurrent puisse les récupérer. Et puis, il y a des enjeux, j'allais dire, éthiques. Mm. Et ça appartient à la culture de l'entreprise. Toi, Yann, là-dessus, est-ce que tu as des éléments complémentaires à apporter pour dire chez nous comment on fait, puis comment Ouais, c'est on très en est de... intéressant ce Ouais, qui a été dit là, parce ouais. qu'effectivement, il y a beaucoup d'aspects. Il faut le cadre, il faut Mm. border. La charte, c'est son travail. Il faut pas tout fermer non plus, il faut permettre des choses et conserver des droits. C'est aussi le travail de la charte, je pense. Et pour faire vivre ça, bah, c'est pas toujours facile de respecter ces choses-là, d'autoriser à ne pas enregistrer, de passer par les outils recommandés. Donc, outiller un petit peu pour accompagner la charte. Et ce qu'on a mis en place chez Datasulting, ben, tu le connais, hein. Mm. On a un portail qui reprend les directives de la charte. Autrement dit, on n'a pas le droit d'utiliser tel outil. On va privilégier tel outil. Pour quelle raison? Bah, parce que celui-là ne protège pas les données personnelles, tandis que celui-là, oui. Donc, on a un portail qui accompagne cette charte, qui la réexplique, qui la reformule, en donnant accès à certains outils. Les outils que Datasulting promeut, auxquels Datasulting permet d'accéder, et qui rappellent également la raison, le pourquoi c'est autorisé, pourquoi c'est interdit, quelles en sont les limites, quels en sont les intérêts aussi. Parce que ben, tout n'est pas bon à utiliser dans tous les cas. Donc la charte, oui, ça pose un cadre, et le cadre, ben, on l'accompagne, ça permet de moins surveiller ce que font les gens. Oui, Euh, c'est un peu un cadre supervisé, c'est-à-dire c'est un on a quelque cadre chose qui permet supervisé. d'accompagner les usages. Moi, il y a un autre enjeu, hein, que je vois qui est quand même intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde déploie des licences Copilot, des licences ChatGPT, etc. pour chaque Mm. collaborateur dans certains cas de figure. Enfin, il y a mhm, pas mal d'entreprises maintenant qui prennent des licences pour chaque collab. C'est un coût mm, pas négligeable au final, ouais. Bonbon, j'allais dire, pour des usages qui restent plus ou moins réels dans certains métiers. Il y en a qui utilisent tous les jours, il y en a d'autres, mm, c'est une fois par semaine et on n'a pas tous le même usage. Ce portail permet aussi de gérer en fait, à la consommation. C'est-à-dire ouais. plutôt que de Mm. passer sur une licence. Et nous, on y voit un intérêt parce que se dire dans une autre structure où tu as 200 collaborateurs, c'est quand même intéressant de se Mm. poser la question de combien ça me coûte à l'arrivée. Donc il y a aussi ça. Bon, je sors un peu du Mm. cadre de l'accompagnement des collabs, mais c'est Mais un élément effectivement, un important. outil de régulation et de Ouais, sensibilisation, d'explication aussi. ouais, ouais, complètement. Je propose qu'on continue notre conversation et justement pour rebondir sur ce sujet de Shadow IA, comment on fait justement, alors Stéphane, tu l'as déjà abordé, le structure et la confiance, mais chez vous, le Shadow IA, est-ce qu'il existe et comment vous travaillez sur l'évitement ou en tout cas d'éviter ce genre de choses? Ouais, je pense qu'il existe. J'espère qu'il existe moins avec. Alors, on avait pris ChatGPT parce que c'était l'outil qui semblait le plus utilisé au Mm. quotidien par les collaborateurs, que ce soit dans leur vie perso ou peut-être pro. Donc, on pense qu'il a dû diminuer ce Shadow IA avec la mise à disposition claire et non équivoque, j'ai envie de dire, de licences. Le seul impératif, c'est la validation que la direction est qui est plutôt positive et que la personne ait suivi une formation d'une journée sur le prompt. Mm. Donc il n'y a pas non plus des enjeux. Donc ça a dû jouer. Encore une fois, une centaine de licences. On a dû passer sur pas mal de licences parce qu'on a vraiment des métiers différents avec des usages qui peuvent être différents. C'est pour ça qu'on a dû en avoir un certain nombre. Ensuite, c'est aussi de laisser la porte ouverte au fait que on s'interdit pas d'utiliser d'autres applications et de partir plutôt du besoin. En fait, on demande aux gens autant que possible, et c'est un travail main dans la main avec le SSI, d'exprimer leurs besoins. Si c'est mettre une application, pour effectivement un usage une fois ou deux, est-ce bien utile, quoi. Donc après, on n'est pas fou. Je pense qu'il y a encore des gens qui vont trouver un intérêt à une application, etc. Mais l'idée, c'est que ça remonte et de responsabiliser les gens sur effectivement, c'est ce que vous disiez, en disant attention, toutes les applications ne sont pas safe. Mm. Et on a quand même un enjeu de cybersécurité, de fuite de données, de attaque, voilà, sans tomber comment dire, Dans la dans une peur paranoïa. extrême, dans la paranoïa, mais en tout état de cause, de faire attention. Donc, c'est aussi cette sensibilité-là qui fait que on a sans doute diminué le shadow IA. Après, la mesure, ça se fait avec le SSI, quoi. Ok. Mm.
Yann, là-dessus, est-ce que tu veux compléter? Ouais, de notre alors le Shadow IA, Shadow IT, hein, Mmh. pourquoi ça existe? Les gens ont des besoins qui ne sont pas adressés. Donc ça se pratique tout le temps. Et chacun a des besoins qui lui sont propres, mais ces besoins, peut-être qu'ils existent chez les autres. Donc de notre côté, qu'est-ce qu'on fait? On partage beaucoup et on montre. Donc il y a des gens qui expérimentent, on le sait, et on les encourage à montrer ce qu'ils expérimentent. On a ce qu'on a appelé des cercles métiers. Donc nous, nos métiers sont l'analyse de données, la data ingénierie. Et on a organisé les gens en cercle. Ces cercles se réunissent à leur gré, une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et on les a encouragés à partager sur ces expériences-là, à partager les cas d'usage qu'ils adressent par les outils, leur propre manière de travailler à titre personnel. Est-ce que l'IA générative peut leur apporter des gains de productivité, un gain en confort? Et on les encourage à montrer ce qu'ils ont fait, à le partager. Et ça favorise quelque part une adoption massive. Voilà, l'idée, c'est de converger vers une solution globalement acceptée par l'entreprise et de ne pas cacher les choses. Ça peut profiter à tout le monde. Clairement, et ben du coup, ça permet un petit peu de conclure cet échange. J'avais une question à vous poser sur les résultats concrets que vous avez pu observer dans les entreprises, hein, Est-ce qu'il y a eu des retours positifs de personnes, ou voire même des gens qui ont exprimé des craintes de nouveau, malgré avoir été formés, malgré avoir vu tout ça? Et on a commencé à aborder les sujets de comment on fait en sorte de faciliter l'adoption dans toute l'entreprise. J'aimerais bien qu'on finisse de développer cette partie pour conclure notre échange. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, donc on est 240 et j'ai plus, moi, un peu plus d'une centaine de descriptions de postes différents. C'est-à-dire, dans l'absolu, autant de métiers différents, Ouais. avec des gens qui peuvent être sur le siège social, c'est le plus gros de nos effectifs, mais qui sont aussi des fois, on va dire, répartis sur le territoire avec Languedoc-Roussillon et puis même à Toulon. Donc déjà, ça donne une coloration dans la manière de déployer ce genre d'outils. Dans le retour d'expérience, d'abord, ce qui est important, c'est qu'il y a une volonté, j'ai envie de dire, farouche du COMEX. Et là-dessus, on est tous au niveau du COMEX convaincus que l'IA était un sujet à prendre à bras le corps. Il n'y a pas eu de frein. C'est déjà cette prise de conscience qui est importante. Ensuite, ça renforce les liens, j'ai envie de dire, DRH et SSI. Et c'est pas un mal. En plus, je m'entends très bien avec le responsable SSI. Mais voilà, ça aussi, ça permet de déployer certains outils de manière plus efficace et efficiente et accepter l'idée qu'il y a plusieurs vitesses. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui avaient une appétence et que ça a permis de développer cette appétence, d'autres qui étaient plutôt réfractaires et qui le sont toujours un peu, mais un peu moins, et puis la majorité des gens qui sont un peu entre deux et qui vont y aller, mais qu'on a accompagné autant que possible. Donc vraiment, c'est accepter que nous allons avancer avec différentes vitesses. Vraiment, on sait qu'on va prendre du temps. Il y a des postes peut-être qui vont bouger un petit peu plus vite, mais parce que le poste, et peut-être aussi parce que la personne qui est dans ce poste a envie d'avancer, il ne faudra pas la freiner. Et puis d'autres, ça mettra du temps. Mais j'ai envie de dire, notre responsabilité en tant que direction, c'est d'embarquer le plus grand nombre et de donner à chacun les outils, les moyens, le maintien de compétences, voire le développement de compétences pour passer ce cap qu'est l'IA. Voilà. Pour moi, c'est vraiment important qu'on ne laisse personne sur le bord du chemin et que chacun ait eu une information, une formation minimum sur l'IA, sur les outils, avec l'acceptation que ce chemin, on ne sait pas exactement où il va nous mener. Peut-être qu'on aura une impasse, on va faire un petit demi-tour, qu'on prendra à droite, puis à gauche, etc. Mais comme je le citais par rapport, quand vous lisez ce qui a été fait sur le Covid, hein, je pense qu'on a un petit peu tâtonné tous, avec des protocoles qui sortaient au jour le jour, le télétravail, où ça faisait papa-maman, puis maintenant on lit autre chose. Et des sujets comme ça, il y en a dans l'entreprise. Donc l'IA, ça reste un outil. Et ben, comment nous allons bien utiliser cet outil. Donc. Et le dernier point que je voudrais donner, c'est que les formations que nous avons faites avec Data Sulting sur le prompt, sur la sensibilisation, a eu quand même pour moi comme vertu de porter, j'ai envie de dire, une inquiétude rassurante. Pourquoi une inquiétude? Parce qu'effectivement, on peut faire porter des vêtements qu'on n'a pas portés, dire des choses qu'on n'a pas dit, on le voit avec toutes les fakes. Donc ça, on se dit, c'est quand même inquiétant, hein, tout ce qu'on peut faire avec l'IA, avec des outils. Mais rassurante, c'est-à-dire que derrière cela, il faut encore la main, l'humain, et on reste quand même toujours maître d'appuyer ou pas sur le bouton, d'utiliser ou pas. Donc je pense que ça a aussi permis de rassurer les gens en disant, vous voyez,
Oui, peut-être que ça arrivera dans quelques années, peut-être dans des films où ça va remplacer, ça va faire papa-maman. Mais encore jusqu'à présent, il nous faut quelqu'un derrière qui maîtrise et qui est responsable du clic quand il envoie, quand il utilise telle application, que ce soit ChatGPT ou une autre. Et ça, pour moi, c'était le côté rassurant des choses et un des intérêts des formations dispensées auprès de nos collaborateurs. Ok, super, merci Stéphane. Yann, est-ce que tu veux ajouter quelque chose Ouais, sur les propos de j'aime bien Stéphane? le terme d'inquiétude rassurante. Ouais, mais moi aussi, C'est tu vois, presque je vais le reprendre. Cadeau. Merci. Mais c'est ça, il faut rassurer. Et pour moi, rassurer, bah, c'est montrer, être très transparent sur ce qu'il est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, ce qui sera possible de faire dans quelques mois, dans quelques années. Et donc, c'est montrer. Et nous, c'est ce qu'on s'attache à faire chez Datasulting, c'est À chacun l'extérieur. montre. C'est une valeur forte chez Et nous, donc exactement, forcément. la Ouais. transparence. Exactement. Donc le montrer, c'est partager et c'est embarquer les gens. On parle de plusieurs vitesses. Effectivement, chacun va s'approprier certains outils à certains moments de sa vie, de son parcours pro, parce qu'il en voit l'utilité à ce moment-là. Le tout, c'est de lui montrer les différentes routes auxquelles il a accès. Et après, soit il s'embarque, soit il s'embarque pas. Mais ça sera un choix à la fois de l'entreprise et à la fois du collaborateur. Et merci à tous les deux. Moi, pour compléter, parce que alors il y avait un autre échange qui m'a inspiré hier, parce que j'écoutais les échos de l'IA. Alors, les échos font aussi leur petit podcast sur le sujet. J'écoutais une scientifique qui parlait justement de sa perception des bienfaits du travail collaboratif entre l'IA et l'homme. Et elle parlait des médecins. Parce qu'elle disait finalement, un médecin seul, il est moins efficace qu'une IA pour prédire certaines maladies, etc. Par contre, plusieurs médecins sont capables de mieux diagnostiquer qu'une IA. C'est-à-dire que les cerveaux ensemble, le collectif, fait qu'on est plus performant. Et IA plus médecin est plus forte que IA toute seule. Donc en fait, on se rend compte que tous les cas de figure, l'homme associé à l'IA sera plus fort que si on met l'IA toute seule. En tout cas, c'est les constats qu'ils font aujourd'hui. Et c'est plutôt ça l'enseignement, c'est de se dire, au final, le remplacement, je ne sais pas, il y a peut-être des métiers qui vont disparaître parce qu'ils n'ont déjà pas de sens aujourd'hui. Il y a des gens qui travaillent comme des robots. Donc, si quelqu'un qui travaille comme un robot, il est remplacé par un robot. Et quelque part, malheureusement, c'est des choses qui vont arriver. Par contre, d'allier le meilleur des deux mondes, et même entre les hommes, c'est-à-dire quand les hommes travaillent ensemble, c'est là où ça se passe le mieux. Il faudrait qu'on y réfléchisse en ce moment au niveau du gouvernement, mais c'est un message perso. Mais en tout cas, le fait d'avoir cette logique il y a une complémentarité, c'est ça qui est intéressant. Et je trouvais que en tout cas, c'est un message pour moi que j'ai envie de transmettre, c'est de dire, ne pensez pas que ça va travailler à votre place, c'est vous qui allez travailler avec. Merci à tous les deux pour votre temps, votre intervention. J'espère que ça a intéressé aujourd'hui le public. Dans tous les cas, on reste disponible dans les Datapéros pour évoquer tous les sujets autour de l'IA, de la data. Et le prochain épisode, nous aurons un nouveau sujet. Mais j'espère que celui-ci vous a apporté de nouvelles réponses à vos questions. Merci et à bientôt. Au revoir.